Bonjour, donc bienvenue à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes, le temps que les derniers retardataires arrivent, et on commence. À tout de suite. Bonjour, alors bienvenue à ce nouveau webinar que l'on vous présente aujourd'hui. Nous commençons cette série Out of the Box, donc avec l'intervention de Pierre-Henri Chuet, qui est ancien pilote de chasse, actuellement pilote de ligne et aussi conférencier. Alors, avant de lui laisser la parole pour se présenter, on voulait déjà présenter très rapidement Workello, puisque l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant Pierre-Henri à travers ce webinaire. Côté Workello, moi-même, Alexandre Grenier, je suis cofondateur et CEO de Workello. Nous réalisons ce webinaire en partenariat avec HR Voice, le média RH. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir Pierre-Henri parmi nous, qui va se présenter juste après. Rapidement sur Workello en quelques mots. Nous, Workello, on a un outil à destination des RH qui vient réinventer les expériences de mobilité dans l'entreprise, c'est-à-dire l'onboarding, la mobilité interne et aussi le départ du collaborateur de l'entreprise. Et donc, sur ces différentes phases-là, à travers notre application disponible sur ordinateur et sur mobile, on va réinventer le parcours proposé aux collaborateurs. Donc, en plus de cet outil digital, on vient aussi accompagner chaque entreprise par des conseils d'experts RH. Donc, ce sont nos équipes chez nous qui vont vous aider à déployer la solution et à en faire en sorte que les parcours soient vraiment des moments mémorables et vous déchargent, vous, en tant que RH. Voilà. Donc, fini la présentation de Workello. Juste quelques mots sur cette série, justement, de webinaires Out of the Box que l'on commence aujourd'hui avec
cette première version, cette première invitée. Donc, l'objectif de la série de webinaires Out of the Box, l'idée, c'est de prendre un peu du recul pour vous, population RH, de faire vraiment un pas de côté, comme on l'a mis sur la slide, pour essayer d'inspirer au maximum et de vous ouvrir sur d'autres horizons, d'autres métiers, d'autres façons de travailler, et donc d'en tirer les enseignements pour que vous, après, vous puissiez, en tant que RH, mettre ça en pratique dans vos organisations. Donc, on va faire intervenir différentes personnes. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre-Henri, ancien pilote de chasse. On va avoir aussi des sportifs de haut niveau. On va avoir aussi des managers de grandes entreprises. Voilà. Donc, on va essayer de faire varier les différents profils. Et l'idée, c'est d'avoir un webinar tous les 4 à 6 semaines sur ce thème-là, un peu out of the box. Donc, n'hésitez pas à partager cette série de webinars si toutefois ça vous intéresse et que ce premier webinaire vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Donc, tout ça en partenariat avec HR Voice, donc, qui est le média RH qui nous accompagne sur cette série. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pierre-Henri, donc, qui fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, salut Pierre-Henri. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bonjour Pierre-Henri. Déjà, on voulait te remercier de ta présence aujourd'hui parmi nous. Tu nous fais l'honneur d'ouvrir cette série de webinars Out of the Box. Tu as un parcours. Pourquoi on t'a contacté et du coup, on a le plaisir de te recevoir aujourd'hui, c'est que tu as un parcours vraiment assez atypique et je pense que tu peux transmettre beaucoup aujourd'hui auprès des organisations et auprès de nous, de nos interlocuteurs sur la partie RH. Donc, voilà, du coup, je te laisse peut-être en quelques mots te présenter et puis nous en dire un peu plus sur ton parcours pour que les gens aussi de l'audience puissent comprendre un peu voilà, ce qui fait que tu es là aujourd'hui parmi nous. Bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis franco-canadien, français par mon père et canadien par ma mère. Et j'ai actuellement 34 ans. Je suis en direct de Bordeaux. D'ailleurs, il fait très beau. Je pense que la plupart d'entre vous sont peut-être en région parisienne. Je sais pas. En tout cas, mon parcours est assez simple d'une certaine manière. Il a suivi un fil conducteur qui était plutôt axé autour de la performance. Mon père était pilote de chasse dans l'armée de l'air, donc j'ai toujours baigné dans l'aviation. J'ai commencé l'aviation à 14 ans. Ensuite, j'ai commencé à être pilote à 15 ans. Il est légal en France d'être pilote et de piloter tout seul un avion à 15 ans. Donc, j'étais plus jeune pilote de France. Et ensuite, je me suis dirigé un petit peu vers les sports aériens. Et j'ai participé au championnat de France dans différents sports aériens, ce qu'on appelle le rallye aérien, le pilotage de précision et de voltige aérienne, jusqu'au niveau mondial en pilotage de précision. J'ai participé aux mondiaux en 2006 et j'ai décidé de rejoindre la Marine nationale. Donc, qui dit marine dit appontage. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un appontage. L'appontage, eh bien, c'est prendre un avion. Là, dans ce cas-là, c'est un Rafale Marine qui fait à peu près une quinzaine de tonnes et l'amener à 300 km/h sur le pont d'envol d'un bateau, d'un navire de guerre, d'un porte-avions. On en a un seul en France, le porte-avions Charles de Gaulle. Et comme on aime à le dire, ce n'est pas un sport de masse. Mais nous allons en reparler, mais ce que ça requiert surtout, eh bien, c'est de la discipline. Donc, énormément de discipline pour réussir à faire ce métier et le faire au quotidien et avoir la confiance de nos chefs. Et donc, j'ai rejoint la marine à 19 ans. En parallèle, j'ai continué le sport. J'étais après dans le triathlon et le duathlon. J'ai gagné l'US Open de triathlon en 2010 et j'ai participé aux mondiaux de triathlon duathlon. Et ensuite, bien, j'ai fini ma formation qui s'est passée pendant 2 ans et demi aux États-Unis. Donc, j'étais breveté pilote de chasse américain. C'est un petit peu une sorte d'échange entre armées. Donc, on envoie tous les ans certains pilotes français se faire former aux États-Unis. C'est très enrichissant. C'est une sorte d'Erasmus militaire. Et après, j'ai passé à peu près une petite dizaine d'années, 8 années en unité opérationnelle en France, basée à Landivisiau, dans le Finistère Nord, à piloter du super étendard, puis du Rafale. Là, c'est moi que vous voyez avec mon casque franco-canadien, depuis donc le porte-avions Charles de Gaulle. Suite aux attentats du Bataclan, j'ai été déployé avec tout le groupe aéronaval et j'ai participé aux frappes en Irak. Donc, j'ai une expérience au combat en Irak en 2015-2016. Mais également, j'ai fait des vols de meetings aériens, qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus cool et qui m'a donc permis de faire des démonstrations aériennes. Donc, si certains d'entre vous, entre 2015 et 2017, sont allés sur des meetings aériens et que vous avez vu une patrouille de 2 Rafales, il y a de grandes chances qu'au début, j'étais l'équipier et après, j'ai fini leader de cette patrouille-là.
Après 13 ans de service, moi, j'ai décidé de quitter l'institution. On a différents types de contrats dans l'armée. Moi, j'avais l'équivalent d'un gros CDD de 13 ans qui était renouvelable jusqu'à 25 ans. La conjoncture dans le monde civil, à ce moment-là, comme on dit, le monde civil, l'aviation de ligne était très bonne. Et j'ai décidé de partir chez Air Canada parce que les perspectives d'évolution de carrière étaient assez exceptionnelles et ça me permettrait de faire autre chose à côté. J'avais envie de lancer une entreprise à côté. Et donc, j'ai rejoint Air Canada où j'ai été formé sur le Boeing 737 MAX, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est l'avion qui a été interdit de vol pendant quasiment 18 mois. Et après ma formation sur cet avion, j'ai eu un souci de santé qui m'a interdit de vol pendant 1 an. Et j'en ai profité de cet arrêt médical pour lancer donc mon entreprise en Angleterre, qui était principalement autour de la simulation de vol en réalité virtuelle, avec comme objectif de transmettre l'expérience du pilotage, au-delà du cockpit. C'est un petit peu la thématique récurrente. Et d'une chose une autre, avec l'arrêt de la flotte de mon avion, j'ai pu m'y consacrer à temps plein pendant 3 ans. Et donc maintenant, mon activité principale est autour de la conférence et surtout de l'adaptation des méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Donc en résumé, première partie vraiment dans le sport, deuxième partie dans l'opérationnel militaire, à bord d'avions à 100 millions d'euros et à travailler en équipe, mais on va en reparler. Ça, c'est les images de mon dernier vol dans la marine. Donc vous voyez, je vous ai dit, j'ai le casque franco-canadien, j'ai mon équipier, on part jamais seul en vol, on est toujours au minimum 2. Et là, on est au-dessus du Cotentin, il fait pas très très beau, et donc j'ai mon équipier qui vient se rapprocher, nous allons traverser les nuages pour remonter en haute latitude et rentrer à la base. Souvenir assez sympa. Et d'ailleurs, regardez, je regarde très, très, très souvent mon équipier parce qu'on est dans une phase de travail assez élevée. Et donc, on en reparlera, mais l'empathie est très importante et la surveillance de son équipier également. Pour la petite histoire, ceux d'entre vous qui connaissent Top Gun, Maverick, donc Tom Cruise dans Top Gun, c'est pas le leader, c'est l'équipier. Donc, chez nous, le rôle de l'équipier est très, très important et on part du principe que dans une phase comme celle-ci, c'est plus dur d'être équipier que d'être leader. Mais bon, je vais pas spoiler tous les sujets avant l'heure. Donc voilà, ce que je peux vous dire d'autre, c'est j'ai fait un livre qui s'appelle Débrief. Je suis à fond dans le débriefing, on va avoir l'occasion d'en parler. Il est toujours meilleure vente sur Amazon en Leadership Theory. Il est qu'en anglais, mais il sera édité aux éditions Erol en français à la rentrée. Et j'ai une chaîne YouTube depuis 10 mois. Je suis le plus gros influenceur aéronautique francophone là, depuis quelques mois. Et on fait en moyenne 1,5 million de vues par mois sur une chaîne qui s'appelle Atéchué et qui a pour vocation à démocratiser l'aérien. On lance même une sorte de chaîne à la demande qui sera disponible au bouquet Orange à la rentrée. Et donc, pas mal de création de contenu autour de l'aérien avec vraiment cette volonté de le démocratiser et d'expliquer aux gens ce qu'on peut faire dans son quotidien aux commandes de son propre aéronef. Juste avant qu'on attaque, je pense un petit peu les thématiques avec Alexandre. Pour ceux d'entre vous qui se demandent en quoi un pilote peut vous apporter quelque chose aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre très rapidement et je vais vous poser une question en fait. Je vais vous poser une question très simple, petite question de mathématiques. Vous savez, les pilotes, on aime bien les maths. Imaginez, j'ai envie de vous recruter pour mon entreprise et je vous propose un CDD en fait de 49 jours. 49 jours et je vous propose 2 packages de rémunération différents pour vous rémunérer pendant ce CDD, le package A et le package B. Le package A, je vous propose de commencer à 100 € de rémunération le jour 1 et je vous augmente de 100 € chaque jour. Donc, le premier jour, on vous rémunère 100 €, deuxième jour, 200 €, troisième jour, 300 € et ainsi de suite. Ça, c'est le package A. Le package B, je vous propose 1 centime le premier jour et je double votre salaire chaque jour. Donc, premier jour, je vous rémunère 1 centime, deuxième jour, 2 centimes, troisième jour, 4 centimes, ça fait 1,27 € la première semaine. Dans le chat, vous préférez le package A, 100 € ou vous préférez le package B où on commence à 1 centime? C'est pour voir un petit peu si vous suivez bien ou si vous êtes en manque de café. Alors, on a du A, on a du B, package A ou B. On a un peu de B. Je vois Alexandre qui est en train de se dire « ça va que tu m'as pas posé la question, AT ». Donc, on a du B, on a du A, du B. Charlotte, elle prend les deux. T'as raison, Charlotte, il faut prendre les deux. Et en moyenne, on a quoi? On est sur, on a plus de B, je dirais qu'on est 80% de B. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. 80% de B à peu près? Plus de B, ouais. Ouais, on est dans le 80. Sur quelle période? 49 jours, Assia. Sur 49 jours. Sur une période de 49 jours. Donc, on est à peu près, j'ai l'impression, sur 80% de B. Et effectivement, la bonne réponse, c'est la réponse B. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. C'est ça la vraie difficulté. C'est que le package A, c'est 122 500 €.
122 500 € le package A. Je vais même vous mettre dans le chat, comme ça, ceux qui n'ont pas entendu, ils n'ont pas d'excuses. Le package A, c'est 122 500 €. À votre avis, le package B vaut combien de fois le package A? Mettez-moi dans le chat, à votre avis, est-ce qu'il vaut 1 à 2 fois? 2 fois, ça fait 250 000 €. 10 fois, ça ferait 1,2 million. Pour travailler 49 jours, c'est pas mal comme deal. Donc, 1 à 2 fois, 5 fois, 10 fois. David 100 fois, Florence 10 fois. Ouais. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 10 fois, nous dit Charlotte. Marion nous dit 10 fois. Étienne nous dit 10. Étienne, 10 000. Notre Étienne nous dit beaucoup, là. OK, 32. 32 nous dit certains, ça devient précis. On va peut-être avoir des virgules. Vous avez le droit de mettre des chiffres après la virgule. Donc, on est, voilà, si on fait une moyenne, on a un peu de tout. Et on a Stéphane qui a sorti la calculette. Stéphane, je t'ai grillé. Donc effectivement, c'est pratiquement 46 millions de fois plus. Donc, la bonne réponse, c'est pratiquement 46, non, t'excuses pas Stéphane, pratiquement 46 millions de fois plus. Et comme on le voit là dans les autres Excel is the best, en moyenne, vous étiez plutôt dans les 10 fois. Et donc, on vient de comparer un package linéaire A à un package exponentiel B. Et à une période où malheureusement sur BFM TV, ça ne parle que d'exponentialité avec la Covid, eh bien on se rend compte que nos cerveaux réfléchissent et sont câblés de manière linéaire. Je m'explique. Comment est-ce qu'on se représente l'exponentialité, Si on fait une courbe, ça fait comme ça. Et quand on se la représente, on arrête le temps. Vous savez, l'échelle de temps, elle continue là. Et quand on se le représente, on arrête l'échelle de temps, ce qui se fait qu'in fine, nos cerveaux nous sous-estiment. Or, autour de nous, la technologie accroît de manière exponentielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais loi de Kreider, loi de Schneider, loi de Moore, pour faire très simple, ce téléphone, capacité de calcul de la puce informatique, ça double tous les 13 mois. Capacité de stockage, ça double tous les 18 mois à peu près. Vitesse de la communication, Edge, 3G, 4G, 5G, ça double tous les 9 mois. Donc ça, c'est exponentiel. Or, nos cerveaux, comme on vient de le démontrer, réfléchissent de manière linéaire. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien parce que les pilotes de chasse, l'aviation de chasse, en 1949, on a passé le mur du son. À partir de là, on a quitté un monde de physique linéaire pour un monde de physique exponentielle. Et donc depuis 1949, en pleine conscience, les pilotes de combat, on évolue dans un monde exponentiel, ce qui est votre cas aussi avec l'évolution technologique. Et donc l'idée, c'est que les méthodes que nous appliquons dans notre cockpit, elles vont vous servir pour faire face justement à cette accélération technologique. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que vous n'allez pas vous enfuir. Du coup, il y a plein de choses que vous allez pouvoir utiliser. Et j'ai fini mon intro, Alexandre. Donc je suis tout à toi. Très enrichissant. Et en plus, tu mets le doigt sur un sujet qui est en fait la période actuelle aussi, qui nous pousse à faire des changements aussi dans nos organisations très rapidement. Donc, du coup, c'est un sujet qu'on va continuer d'aborder à travers ce webinaire. Donc, on a essayé d'identifier quelques thèmes pour justement faire en sorte que on puisse dépiler certaines thématiques bien précises. Donc, on a identifié ensemble le onboarding, voir comment de par ton expérience, tu as pu gérer ces différentes phases et quels enseignements tu as pu en tirer. La gestion du stress aussi, se dire que comment en tant que pilote, on gère au quotidien le stress, et puis même le travail en équipe, ça relie aussi avec le point 4. Mais voilà, du coup, la gestion du stress, on va en parler sur ce deuxième point. Le troisième point, c'est la partie communication à distance. Ça prend tout son sens avec la période aussi actuelle, comme je le disais tout à l'heure. Vous, en tant que pilote, vous devez aussi discuter en temps réel avec des personnes qui sont à terre ou sur le bateau. Donc, ce qui fait qu'on a certains codes qu'on doit appliquer. Et peut-être que nous, avec notre communication aussi à distance aujourd'hui, avec les gens qui sont en télétravail, etc., on peut trouver des parallèles intéressants. Et puis après, ce que j'aimais bien aussi comme sujet, c'était la partie esprit d'équipe et motivation, puisque au sein de l'armée ou même dans ce que tu as pu vivre comme expérience, c'est quelque chose qui ressort, c'est le côté vraiment esprit d'équipe et motivation. Donc tout ça, ça va nous amener à peu près sur une demi-heure d'échange ensemble. Donc on a à peu près jusqu'à midi ensemble. On se garde à peu près 10-15 minutes de temps de questions-réponses à la fin. Mais n'hésitez pas en tout cas à envoyer vos questions sur la droite, sur la partie chat. Avec plaisir, on continuera et on les prendra au fur et à mesure si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas sur cette partie de chat à commenter ou même à laisser vos questions. Donc voilà, on va démarrer ensemble, si ça te va, Pierre-Henri. Donc on va
le premier thème, du coup, de onboarding. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, le onboarding, c'est quoi? C'est l'intégration, l'arrivée. Donc, ça intègre différentes notions qu'on a pu voir ensemble. Donc, à la fois la formation, la prise de connaissance des équipes, prise de connaissance du matériel, des différents, voilà, de son environnement de travail. Et donc, toi, de par ton expérience, du coup, Pierre-Henri, on a listé quelques enseignements qu'on a ici à l'écran et qu'on va essayer de détailler du coup ensemble. Est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette thématique-là, comment se passe, toi, l'onboarding, par exemple, si on prend l'exemple d'un pilote de chasse, donc plutôt sur la partie militaire, puis après on fera le parallèle avec le civil. Mais voilà, du coup, peut-être est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe et qu'est-ce que tu as retenu qui pouvait être intéressant peut-être à appliquer pour vous en tant que RH dans l'entreprise? Ouais, alors là, il y a vraiment un point qui est très important de comprendre, c'est que, je peux mettre une petite image, c'est mon premier appontage. Premier appontage à bord d'un porte-avions. Je pense qu'on peut pas mieux parler d'onboarding dans un métier, c'est bienvenue à bord. Et c'est un challenge, c'est-à-dire qu'on y a été préparé, on est formé, et pouf, on nous balance un petit peu du jour au lendemain, sans instructeur et ses volontaires, face à un challenge pour qu'on mérite notre place dans la boutique. Pourquoi est-ce que je dis pour qu'on mérite notre place dans la boutique? Parce que on est performance driven dans l'armée, mais j'ai presque envie de dire, contrairement à certaines industries, on le revendique et on le crie haut et fort, et on est très très fiers de notre sélection et de notre process de sélection. Donc l'onboarding chez nous, il y a une vraie dichotomie entre un certain côté bienveillance et il va falloir créer une équipe, et il va falloir mériter ta place. Prendre le rôle de pilote de chasse, eh bien, la place ne t'attend pas. Donc, il y a vraiment constamment cette notion de si tu veux pas faire ce boulot, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et donc, il va falloir que tu donnes la meilleure version de toi-même. Et on va profiter de l'onboarding pour s'assurer que la personne qui récupère la fonction, eh bien, elle est vraiment motivée, elle a vraiment envie de le faire. Donc, chez nous, l'onboarding cache un petit peu encore de la sélection et du test au standard. Pour faire très simple, imaginons que un pilote de ligne, on va prendre un petit exemple civil, pour pouvoir être pilote de ligne, il faut qu'il soit à ce niveau de performance, ce que nous, on va appeler donc le standard de notre industrie. Eh bien, si toi, tu te dis, je vais me former, je vais me mettre à peu près à ce niveau de compétence et je vais y rester, eh bien, dans notre monde, c'est dangereux. La raison pour laquelle c'est dangereuse, c'est parce qu'on recherche des gens qui créent de la valeur au quotidien, parce que ce soit pour un pilote de ligne ou pour un pilote de chasse, un jour, soit on sera amené à se battre contre un adversaire dont on ne connaît rien, ou pour le militaire, ou alors on sera amené à gérer une panne qui n'a jamais encore été vécue dans l'industrie. Le meilleur exemple pour que tout le monde comprenne bien, c'est, je pense que vous avez vu le film Sully avec Tom Hanks. Je ne sais pas si tu l'as vu, Alexandre, le film où tu as un avion qui décolle et qui se pose sur l'Hudson. Oui, oui. Ouais, donc voilà, donc l'avion, c'est un peu celui-là. Là, c'est celui que je vous montre ici. Donc, c'est un Airbus A320 comme ça. Et donc, il décolle. Je peux te montrer un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du cockpit. Donc, ils sont installés comme ça, tout va bien. Ils mettent la manette des gaz qui est ici à fond. Donc, ils avancent la manette des gaz. Ils décollent l'avion. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau des moteurs? Donc, tu vois, on a 2 gros moteurs sur ces avions-là. Ils viennent prendre des oiseaux. Et les avions sont conçus pour pouvoir voler avec un seul moteur. Mais si on perd 2 moteurs sur 2, eh bien, tu vois, il y a de très grandes ailes. Ça devient un planeur, mais du coup, il va redescendre. Et l'industrie n'avait jamais imaginé qu'à basse altitude, tu puisses perdre les 2 moteurs. Donc, les pilotes étaient entraînés à la perte de 1 moteur, mais pas à la perte de 2 moteurs à basse altitude. À partir de là, eh bien, ce pilote de ligne, qui lui comprenait qu'il y a un standard dans l'industrie, mais qu'il faut créer de la valeur en permanence, eh bien, a réussi à survivre parce que son niveau professionnel était là. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on veut détecter en tant que militaire dans cet onboarding, c'est que la personne a conscience qu'il va falloir qu'elle mérite sa place et qu'elle mérite sa place au quotidien. Donc, on est vraiment sur cet état d'esprit assez particulier tu viens à bord, c'est cool, on va être plus ou moins bienveillant avec toi, mais il va falloir que tu nous montres que tu as vraiment, vraiment envie d'être là. Et ça, c'est très vrai pour toutes les unités un petit peu d'équipe, pour toutes les unités un petit peu d'élite. Donc, je pense que le gros point à retenir du militaire ou de l'aviation, c'est que personne ne te force à devenir pilote de ligne ou pilote de chasse. Et l'onboarding, du coup, est le dernier moment où tu prouves au groupe que tu as la volonté de te hisser au standard, mais pas que, et de créer de la valeur au quotidien.
Et du coup, en termes de timing, j'imagine que c'est des périodes d'intégration qui sont assez longues quand même par rapport à des jobs classiques. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour reprendre l'exemple militaire, donc d'unité de combat, tu vas être formé initialement comme pilote, voilà. Donc là, et après, moi, on me donne un jeune élève. À la fin, j'étais chef instructeur, donc on me donnait un jeune élève qui a été formé pendant 5 ans, et il arrive, et moi, je fais son premier vol, par exemple, sur Rafale, et après, je vais le former sur Rafale. Eh bien, moi, je le connais pas. Donc la première fois qu'on vole ensemble sur Rafale, donc chacun dans notre avion, c'est pour ça que je regarde autant aussi. J'ai jamais volé avec. Donc j'ai confiance en mes RH, en les personnes qui ont fait les sélections avant et tout, mais il va falloir que je me fasse mon idée. Et nous, la notion de cooptation est très forte. Donc cette durée va être, on va dire, à géométrie un peu variable, mais pour faire simple, on récupérait des élèves qui avaient déjà 5 ans d'armée, et il va falloir une bonne année avant qu'ils aient notre confiance et qu'on puisse en faire vraiment quelque chose d'un point de vue opérationnel. Par contre, sur des tâches ou des tâches un peu différentes, une période de 2-3 mois suffit. Néanmoins, on a une très bonne idée, nous, même en un vol, on sait tout de suite ce que vaut le mec. Ça, clairement, on est très première impression, mais on se fait une idée très très vite parce que c'est un ensemble et on sait très bien ce qu'on recherche. Ça, c'est l'avantage d'avoir beaucoup d'expertise dans un domaine. On sait exactement quelles sont les qualités requises, et c'est beaucoup de relationnel. Donc, on arrive à se faire une idée très tôt sur les capacités de succès d'un équipier ou pas. Tu parles justement d'équipier, le côté esprit d'équipe, c'est quelque chose que tu soulignais aussi dans la préparation de ce webinaire. Tu parlais aussi de travailler en binôme, voilà, quand vous volez en avion. Est-ce justement ce côté parrain ou côté, on va dire, accompagnement des plus jeunes, c'est des choses qui sont inculquées au quotidien, en fait, dans vos valeurs aussi. C'est un point important. Oui. Alors, ce qu'il faut voir, une grosse spécificité de l'armée, c'est qu'il y a un énorme turnover. Donc, les mutations sont pour 2 à 3 ans par unité. Donc, on est en permanence dans le renouvellement du potentiel humain pour différentes raisons. La première, c'est pour des histoires de carrière. On a des carrières plus courtes. Mais la deuxième, c'est aussi un peu un héritage de l'attrition. On est obligé d'avoir en fait des N-1, N-2, voire N-3 qui pourraient prendre la place du N s'il y a de l'attrition au combat. Donc à partir de là, on est en permanence dans de la formation et on essaye en permanence d'élever le niveau professionnel de chacun. Donc une bonne image pour bien comprendre ça, c'est quand quelqu'un rentre dans l'armée ou rentre dans nos unités un peu spéciales, eh bien il a une certaine valeur en bourse. On va dire son action vaut 100 et l'objectif c'est de faire monter son action en permanence de manière à ce que son action, sa valeur professionnelle soit la plus haute possible. Donc chaque jour, on va essayer de créer un peu de valeur. Donc on va être en permanence dans l'accompagnement, dans le coaching. Il y a quasiment j'ai souvenir d'aucune mission où on n'a pas essayé de créer de la valeur professionnelle. Donc, quand vous êtes chef d'un vol de 2, vous allez déléguer certaines parties à votre numéro 2, vous allez lui faire confiance avec certaines choses, de manière à ce qu'il se crée sa propre expérience et qu'à la fin de la journée, il soit meilleur que le matin. Donc, oui, cette notion de coaching, en fait, on est tous coachs et vitale et très importante et tout simplement dictée par la nature de l'industrie dans laquelle on est. Ok, super. Merci Pierre-Henri pour ce premier thème, donc qui était le décollage, on va dire, le onboarding, l'arrivée sur le job. On avait identifié en deuxième, du coup, de par aussi ton expérience, la thématique de la gestion du stress, à se dire comment, en tant que pilote, on a aussi voilà, cette gestion au quotidien du stress, des missions qu'on peut avoir, des attentes qu'on a aussi sur soi. Du coup, là-dessus, est-ce que tu aurais des enseignements justement à nous transmettre sur comment toi, tu as pu gérer ces différentes phases, donc à la fois sur la partie militaire et aussi sur la partie civile, parce que mine de rien, sur la partie civile, c'est aussi un enjeu. Hein. Tu as entre les mains la vie de dizaines de passagers, centaines de passagers. Donc voilà, du coup, comment vous gérez ça au quotidien et quels enseignements on peut avoir pour la partie pour les RH? Tu es en mute. Du coup, Pierre. Ouais, du coup, pour illustrer un peu le propos, ce que je te propose, c'est de prendre l'exemple justement d'un décollage. Et moi, j'ai une question à vous poser. Là, on a un avion de ligne, hein, c'est un Airbus A320, vous en avez tous sûrement déjà pris. À votre avis, dans le cockpit à ce moment-là, donc là, on a le commandant de bord à gauche, le copilote, il est parti aux toilettes, mais le copilote à droite, normalement, il est là pour le décollage. À votre avis, au moment de mettre plein gaz, donc là, regardez, on va mettre la puissance en avant. Au moment de mettre plein gaz, est-ce que l'équipage est stressé ou anxieux? Mettez-moi dans le chat. À votre avis, est-ce qu'ils sont anxieux ou stressés?
Et alors non, ils sont zen. Ok, donc là, regardez, c'est le décollage. Et moi, je vais être zen. Ok, vous voulez que je sois zen? Regardez, tout va bien, je suis zen. Du coup, qui dit zen dit généralement une tendance un peu à l'hypovigilance. Et là, attendez, il se passe un truc. Et là, du coup, je me précipite sur le manche. On fait une petite sortie de piste. Pas facile. Bon, je rentre le train, mais je pense qu'on a eu des petits soucis quand même au niveau du train d'atterrissage. Là, moi, j'étais zen. J'étais zen jusqu'au moment où un événement stressant est apparu. Et là, j'ai plus ou moins un peu surréagi, fait comme j'ai pu. Ce que je voulais illustrer par ça, c'est que dans ce métier, l'anxiété est une bonne chose. On recherche à avoir un certain niveau d'anxiété. Quand je m'installe aux commandes d'un avion de ligne, quand un équipage s'installe aux commandes d'un avion de ligne, il y a un certain degré d'anxiété. Et cette anxiété, qu'on peut, sur une échelle de 1 à 100, mettre à 10 ou 20, nous prépare à affronter un événement stressant si besoin. On ne veut pas se faire surprendre, donc on veut garder un certain niveau d'anxiété. Le pilote qui n'est pas anxieux, c'est un pilote qui risque, en fait, d'une certaine manière, nous on dit qu'il ne respecte pas son environnement ou son industrie et qui va à un moment se faire surprendre. Donc ça, c'est très très important. L'anxiété n'est pas une mauvaise chose. Et si on reprend un peu, je vais faire mon canadien de base, mais la définition du mot stress, en anglais, pour les ingénieurs, s'il y en a parmi vous, si je prends cette carte postale et que je mets du stress dessus, je la tords comme ça. To stress a material, c'est ça. Donc l'événement stressant, c'est quand il y a une pression comme ça extérieure qui vient s'appuyer. Et l'anxiété, nous, la manière dont on l'a intellectualisé, c'est la période avant. Donc je suis cette carte postale, je sais que je vais être stressé dans 2 minutes. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le bon pilote et le bon militaire, ils trouvent des outils pour se préparer à l'événement stressant. Et comme ça, quand je viens pour stresser, eh ben, tout se passe bien parce que je savais que ça allait arriver. Et du coup, je m'y suis préparé. Donc, on vient utiliser notre anxiété parce qu'on a conscience qu'un événement stressant va arriver et qu'on ne pourra pas y échapper afin d'être mieux préparé. Donc, on utilise comme fuel cette anxiété et on utilise pour être mieux préparé, on visualise toutes ces choses-là. Donc, l'anxiété et le stress sont des choses qui sont indispensables à la performance, en tout cas dans les milieux dans lesquels j'ai évolué. Donc, il faut savoir le maîtriser et tout est justement dans cette maîtrise et le bon ratio en fait au quotidien, de manière à créer de la valeur avec son stress. Tu parlais aussi de compartimenter les différents événements et du coup, ça te permet aussi de te préparer au mieux en amont, c'est ça? Exactement. Donc, moi, il y a une petite image que j'aime bien, c'est... je sais pas si tu sais, Alexandre, est-ce que tu sais, on peut demander aux gens dans le chat, à votre avis, le Soleil a combien d'années d'existence? Le Soleil, donc on est sur la Terre, le Soleil, ça fait combien d'années que le Soleil a été créé et formé? Je vois Clément qui doit être bon en astro. Je le connais 35 ans. Oui, Aubry, bravo, 4,5 milliards d'années. Oui, donc vous êtes bon. Il était déjà là en 75. Effectivement, donc le Soleil a à peu près 4,5 milliards d'années. Ça, c'est, on va dire, l'info du jour. L'autre info, c'est qu'il semblerait que dans 5,5 milliards d'années, il explose. Alors explose, enfin appelez ça comme vous voulez, mais dans 5,5 milliards d'années, il n'y aura plus de Soleil. Donc s'il n'y a plus de Soleil, à ton avis, Alexandre, est-ce que c'est une situation d'avenir pour nous? Et non. Et non. Est-ce que le fait de savoir que le Soleil un jour va exploser et qu'il risque d'emporter la Terre avec lui, c'est quelque chose qui t'incapacite le matin et qui t'empêche de te lever pour aller travailler ou t'occuper de tes enfants? Pas encore. Pas encore. Donc, tu es d'accord que face à certaines informations, on a la capacité à ne pas être impacté par certaines choses, même si on sait que ça va être des événements stressants. Eh oui. Et donc, à partir de là, c'est cette compartimentation du cerveau, elle existe déjà. Et nous, on développe cette capacité à prendre certaines informations et les ranger à côté du Soleil qui explose dans 5,5 milliards d'années. Donc, moi, j'ai un coin de mon cerveau où j'ai le Soleil. Je vois une image du Soleil en position d'artiste qui explose dans 5,5 milliards d'années. Et dès que j'ai une information qui peut me stresser ou me générer du stress ou autre et que c'est pas le moment ou que je peux absolument rien y faire, volontairement, je prends cette info et je la range à côté du Soleil. Et accessoirement, ça brûle une information. Mais c'est vraiment quelque chose que je fais de manière consciente et volontaire et qui marche extrêmement bien. Et les applications sont multiples. Par exemple, je parlais de partir faire un vol
de partir faire un vol. Enfin, un exemple, ça peut être le ravitaillement en vol. Si tu regardes un peu ces images. Donc là, on est en ravitaillement en vol. On va se rapprocher et là, il va falloir que je me concentre pour réussir le transfert de carburant, donc réussir à prendre du carburant. On est à peu près à 7000 mètres d'altitude, on vole à 700 km/h. Et juste avant de décoller, j'ai 3 enfants, j'ai eu l'info qu'une de mes filles s'est fait très mal, elle a chuté à vélo. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Moi, je suis à l'autre bout du monde. Bah non. Ouais. Bah non, je peux rien y faire. Du coup, là, si j'y pense, est-ce que ça va impacter sur ma performance? Oui. Voilà. Donc maintenant, eh bien, même si certains diront que je suis peut-être un mauvais père à cause de ça, mais non, je prends cette information que ma fille est en souffrance, je la mets à côté du soleil pour me focaliser sur ma mission. Et après, une fois que je serai posé, je pourrai la sortir de cette case-là et m'en occuper, l'appeler et faire des choses. Mais on comprend que pour notre propre survie et pour la réalisation de la mission, il faut savoir justement prendre les choses et les mettre dans certaines parties du cerveau et passer au travers. Oui, Stéphane parle du mythe de la photo de famille dans le cockpit. C'est quelque chose que je traite sur ma chaîne YouTube. Surtout pas. Si vous regardez dans tous les films américains, tous les pilotes qui ont une photo de famille dans leur cockpit, ça se passe super mal. Soit ils se font abattre, soit ils démissionnent. Et il y a une raison derrière ça, c'est qu'il faut surtout pas. Il faut être dans le vol, dans le moment. Très, très important. Donc, compartimenter et ne pas se sentir mal, c'est nécessaire à la performance. Mais merci Pierre-Henri pour cette partie donc gestion du stress. En tout cas, on a pu avoir pas mal d'enseignements sur cette partie-là de par ton expérience. Alors, du coup, ce qu'on s'est dit après comme thématique à aborder en lien avec ce que tu disais sur la situation en vol, c'est la communication à distance. Se dire comment et voilà, comme on disait aussi en introduction, ça fait écho avec la période actuelle que l'on traverse. Dans tes différentes expériences, est-ce qu'il y avait des conseils en particulier que vous appliquiez pour gérer justement cette communication à distance entre les équipes qui étaient au sol et puis vous qui étiez en vol? C'est un peu ça la thématique qu'on souhaitait aborder. Ouais. Donc du coup, il y a différents types de communication à distance. La communication à distance, comme je vous montrais tout à l'heure, on va dire militaire. Donc là, moi, je suis tout seul dans mon cockpit. Mon équipier, il est dans un autre aéronef. Nos clients, c'est qui? Ce sont les forces spéciales au sol. Donc, je fais du remote work vis-à-vis de mon équipe. On a également la chaîne hiérarchique qui est à distance, qu'on peut contacter que par le relais d'un avion radar. Donc, tout ça se fait en voice, au téléphone, sans visio, sans rien, donc avec un minimum vraiment d'outils d'interaction et de communication. Avec les forces spéciales au sol, c'est pareil. Donc, on a vraiment un minimum. Après, si on commence à regarder la partie aviation civile, donc si vous pensez un petit peu avion de ligne comme cet avion de ligne, eh bien, j'ai dans un premier temps la communication en tant que commandant de bord avec mon copilote, qui est toujours pas revenu. J'ai la communication également avec ce qu'on appelle les PNC, personnels navigants commerciaux qui sont assis à l'arrière, et après avec, eh bien, ils sont quelque part par là, c'est Ajaccio, avec la tour de contrôle, mais également avec mes opérations, les opérations de la compagnie aérienne que je ne peux joindre que par message, ce qu'on appelait les ACARS à une époque, des sortes de fax, et maintenant, dans certains cas, par radio ou téléphone satellitaire. Donc nous, le gros point que l'on a appris, eh bien, je vais vous faire une petite démo, c'est qu'il faut gérer sa charge de travail avant de communiquer à distance. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes pilote de combat, vous donnez des consignes à votre équipier et vous lui donnez la mauvaise consigne. Eh bien, il va perdre confiance en vous, et ça peut même être dramatique, mais ça va être très, très mauvais. Donc, on préfère, même si tout va très vite, moins communiquer, mais communiquer en étant sûr de ce qu'on dit et surtout, et c'est ça le plus important, en étant sûr que c'est bien compris. Donc, tout ce qui est tweet à la Trump, forbidden, surtout pas. C'est pour ça qu'on a inventé le collationnement dans l'armée. Air France 447, pareil décollage piste 22. Le contrôle aérien nous dit Air France 447 décoller piste 22. Et là, je réponds Air France 447, je décolle piste 22. Il n'y a absolument aucun doute possible. Si vous ne faites pas ça, on ne le faisait pas avant, il y a des morts. Alors maintenant, avant de faire ce message radio, je vais m'assurer que mon avion vole bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour voler, il faut que je sois dans une condition correcte. Donc là, vous voyez, l'avion va bien, je peux lâcher le manche. Si l'avion est dans une mauvaise situation, donc on va peut-être voir s'il tient là, mais ça va pas être top, mais on se met voilà en virage engagé, comme on dit, on est en train de virer, ça descend, c'est pas top. Là, on est vraiment dans une mauvaise situation, on est en train de descendre assez fort. Et là, je commence à communiquer avec mes opérations, avec le contrôle aérien.
eh ben, je vais continuer à me rapprocher du sol, ça va être dangereux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est 3 choses. Un, c'est aviate. Je pilote mon avion en premier. Donc là, je ne parle pas. Je me concentre sur mes instruments et sur le pilotage de mon aéronef. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de vitesse. Donc, je viens gentiment et très souplement pour pas casser mes ailes, revenir les ailes à plat et ramener mon avion dans une situation stable. Mon avion est bien piloté. Maintenant, je peux lâcher le manche. Je peux souffler un coup. Maintenant, j'avance quand même très vite. Navigate. Je veux aller dans la bonne direction. Donc là, il y a des nuages à droite et des nuages à gauche. Là, je vais aller dans ce cap-là. C'est bien. Donc, mon avion est sous contrôle. Il va dans la bonne direction. Et maintenant, j'ai la charge mentale nécessaire. J'ai la disponibilité mentale pour échanger avec mon copilote, avec les hôtesses ou avec le contrôle aérien. Donc, tout, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est aviate, navigate, communicate. D'abord, je pilote mon aéronef. Après, je vais dans la bonne direction et ensuite, je peux communiquer. Et c'est souvent fait à l'envers, où les gens ont tendance à communiquer avant le navigate ou à communiquer, pire, avant l'aviate. Alors, vous allez me dire, pour des RH, comment est-ce qu'on le traduit? Eh bien, d'un point de vue individuel, aviate, c'est votre bien-être psychique et physique. Si vous levez le matin, que vous avez le dos bloqué, ça va être dur d'être efficace pendant la journée. Donc, aviate. Ensuite, navigate vos objectifs privés et perso. Et ensuite, communicate. Une fois que vous allez bien et que vous savez où vous allez, c'est plus facile d'échanger avec les autres. Pour une équipe, une business unit ou un équipage, aviate, c'est le langage professionnel et la formation. Vous vous rappelez le standard? Si on n'est pas formé au même standard, si on ne parle pas le même langage professionnel, si vous venez de commencer le télétravail et que vos équipes ne savent pas utiliser Zoom, ça va être compliqué de construire par-dessus. Alors, ça peut marcher, mais ça ne sera pas aussi efficace. Il y a un moment, vous allez laisser de la performance derrière. Donc, langage commun, process commun. Ensuite, navigate, tout le monde est briefé. On va en reparler, mais l'importance de briefer tout le monde régulièrement vers les mêmes objectifs. Et ensuite, derrière, eh bien, on peut faire le communicate et s'assurer que notre communication a été bien comprise. Et c'est surtout ça le plus important, c'est cette notion de collationnement. Faites toujours répéter quelque chose, une consigne que vous avez donnée par la personne avec qui vous avez interagi. Et le coup du mail, et je me débarrasse, on ne s'envoie pas de mail dans l'aviation. Il y a une raison à ça. Donc, c'est intéressant aussi, c'était en préparant le webinaire, ce qu'on discutait sur le côté débriefing. C'est-à-dire que vous, le débriefing, c'est quasiment à chaque mission. Donc, voilà, il y a un parallèle qui peut être trouvé peut-être avec l'entreprise où peut-être on fait un peu moins régulièrement, beaucoup moins régulièrement ces sessions de débriefing qui ont tout un sens justement dans la relation avec l'autre et dans l'amélioration en continu et la formation en continu. Oui, alors nous, la base de tout, c'est le débriefing. C'est-à-dire que le débriefing nous est indispensable pour la progression. Comme vous pouvez le voir dans la photo qui est derrière, nous sommes tout seuls dans un avion. Et donc, à partir de là, c'est un peu comme quand vous êtes chef de votre BU, vous avez personne vraiment, on va dire, directement au-dessus de vous. Eh bien, comment est-ce que vous faites pour créer cette valeur professionnelle? Eh bien, vous allez devoir en permanence vous poser la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Et donc, nous, c'est une question qu'on va se poser des fois 3 fois par jour, voire beaucoup plus. Le débriefing, il y a 2 étapes, en fait. Il y a une étape qui est personnelle et une étape qui est en équipe. Pour pouvoir débriefer de manière personnelle, quand vous êtes tout seul là, dans votre petit avion, il faut développer une capacité d'auto-analyse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept des boîtes noires. On en parle à chaque fois qu'il y a un accident d'avion. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à me dire de quelle couleur sont les boîtes noires. On va voir si vous êtes fort. Orange, exactement. Les boîtes noires sont orange. Et du coup, j'ai une autre question pour vous. De quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? On va voir si... Ah, blanc, c'est bon. Ok, parfait. Donc, comme vous voyez, dans l'aviation, des fois, on n'est pas logique. Les boîtes noires sont oranges. Faut pas chercher. Et donc, on a 2 boîtes noires. Une qui enregistre les informations, la data, et une qui enregistre la voice, la voix. Et si vous arrivez à développer dans votre cerveau ces capacités d'auto-analyse permanente, ça vous permet, dès qu'il y a un événement marquant, dès qu'il y a un événement intéressant en termes de croissance intellectuelle, vous faites un petit marque et au moment où votre charge de travail redescend, vous pouvez y retourner et vous poser cette question. Si je me retrouve dans cette situation avec un client, avec ma femme, avec un enfant, au travail, en réunion, qu'est-ce que je fais différemment? Et vous trouvez une solution. Et le coup d'après, vous essayez quelque chose de différent. Et ça, je pense que c'est
S'il y a un truc à retenir qu'il faut appliquer dans le télétravail de nos jours, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à se mettre au télétravail. Les gens sont installés, les gens ont appris à faire du Zoom. Ils ont trouvé un setup qui marche plus ou moins avec les enfants, avec les machins et tout. Et ils se sont dit, ça y est, c'est bon. Non! C'est-à-dire qu'il y a énormément d'améliorations possibles dans votre journée de type de télétravail. Et jusqu'à présent, l'entreprise, vous créez un cocon avec des horaires pour manger, avec la pause café, avec tout qui était pensé pour vous. Et là, maintenant, vous êtes aux commandes de votre propre environnement de travail, vous êtes aux commandes de votre propre avion. Et si c'est pas vous qui faites évoluer vos process, personne ne peut le faire pour vous puisque vous êtes tout seul dans votre bureau. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Et le débriefing, à l'heure actuelle, dans le monde civil, je pense que tout le monde devrait débriefer au moins une fois par semaine, si ce n'est une fois par jour, sa méthodologie de télétravail. Moi, je sais que j'ai commencé le télétravail et la conf avec un écran. Là, j'ai 5 écrans. donc j'améliore. Là, je suis sur 3 écrans et tout. Et on améliore en continu. Et c'est indispensable parce que la concurrence le fait. Et on est dans un monde exponentiel, donc si vous ne le faites pas, la concurrence le fait. Et de toute façon, d'un point de vue qualité de vie au travail, ça a un énorme impact également. Donc je pense que ce questionnement, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment, est vital. C'est clé, hein. C'est clé et notamment sur des phases comme ça d'apprentissage fortes, donc les arrivées, les mobilités ou autres. Nous, on pousse évidemment ce type de questionnement en continu et puis de points réguliers avec son manager ou avec son RH pour faire en sorte qu'on puisse améliorer en continu. Alors, je vois qu'il nous reste un quart d'heure à peu près, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le côté. On va se faire une petite réserve de questions. De notre côté, on en a aussi quelques points qu'on voulait voir à la fin. Alors, le dernier point en 5 minutes peut-être, ce serait de parler justement du sentiment d'équipe, l'esprit d'équipe et puis aussi la motivation. Comment on crée ces sentiments de motivation et l'esprit d'équipe. Alors, de par tes 2 expériences différentes, à la fois dans le militaire et en civil aussi, peut-être que tu pourrais nous donner quelques petits enseignements sur ces sujets. Oui, alors, la grosse différence entre le militaire et le civil, c'est que le militaire, on n'a pas besoin d'être rentable. Et surtout, c'est que dans le militaire, on a du personnel qui est sursélectionné, surformé. Encore une fois, on peut beaucoup, beaucoup investir dans notre personnel. Quand tu regardes un avion de ligne qui vole, on est sur du personnel qui est très bien formé également, mais qui ne vient pas du même moule. Dans l'armée, on a quand même tendance à être assez proche en termes de moule, si on peut dire. Donc, quand tu es pilote de ligne, tu as affaire à un équipage qui est beaucoup plus hétéroclite et qui ressemble beaucoup plus à ce que tu peux retrouver dans une entreprise, une PME ou même un grand groupe. À partir de là, la création de l'esprit d'équipe dans la ligne est très intéressante parce que Air Canada, par exemple, ma compagnie, on est 4500 pilotes, plusieurs dizaines d'hôtesses et stewards, et c'est donc quasi impossible de faire 2 fois le même vol avec le même équipage. Ça arrive jamais. Donc, dès qu'on arrive à l'avion, on découvre une nouvelle équipe avec laquelle il va falloir performer, donc gérer la sécurité de nos passagers, c'est vraiment vital. On se retrouve 45 minutes avant le décollage, et là, on va réussir à aligner tout le monde vers l'objectif commun qui est la sécurité grâce à un briefing. Et le briefing, c'est vraiment la vie en fait. Le briefing, on s'est rendu compte que ça permet de préchauffer le cerveau et de le préparer à l'action. Et de manière générale, moi dans les workshops que je fais où on fait de la simulation de vol, des choses comme ça, j'ai toujours la même problématique, que ce soit du upper management de banque ou de la PME, c'est que les gens ont conscience de l'importance de donner du sens, mais à partir du moment où les événements s'enchaînent, où la charge de travail augmente, eh bien, tout ce qui est big picture, ça disparaît complètement et tout le monde se retrouve à faire du micro et à oublier le macro. Donc, nous, on commence toujours nos briefings et comme je te disais, on fait plusieurs briefings par jour en redonnant la vision globale du pourquoi on est là et de quels sont nos objectifs, de manière à s'assurer que quand la charge de travail augmente, que quand le niveau de stress augmente, au niveau du cerveau reptilien, là, au niveau du fin fond du cerveau, eh bien, il n'y a aucun doute sur pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Et toutes les décisions, du coup, qui sont prises un peu dans la précipitation ou sous l'effet de stress, elles resteront alignées à l'objectif commun. Et ça fait vraiment une énorme différence. Donc, par exemple, pour un pilote de combat, moi, tous mes briefings en Irak commençaient par nous sommes là suite à une résolution française, suite aux attentats du Bataclan pour appuyer l'État irakien et l'aider à recouvrer une emprise sur son territoire, donc récupérer son territoire face à Daesh.
Ensuite, on fait partie d'une mission qui se déploie pour 4 mois pour aider dans le nord du Kurdistan et la zone de Ramadi. Aujourd'hui, on est tasqué sur la zone de Ramadi, plus spécifiquement, telle heure, pour telle force, bam bam. Et ça a pris 20 secondes et on est reparti du macro pour aller vers le micro. Mais à force de le répéter aux équipes, vous créez vraiment un alignement aux valeurs, exactement comme font les Américains avec le patriotisme. Les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est l'Europe qui a réussi à avoir une cohésion globale. Et comment est-ce qu'ils le font? En rabâchant à chaque match de football américain, à chaque événement, la nation, le pays, le drapeau, tous ces trucs-là. C'est fait pour créer, pour forcer cette union et ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne que parce que c'est rabâché. Et ça peut paraître un peu triste, mais c'est que comme ça que ça marche. Et donc, nous, il nous arrive de faire 3-4 briefings par jour, que ce soit avec des civils ou des militaires, parce que c'est à ce prix-là qu'on arrive à atteindre des très, très hauts niveaux de performance. Tu parlais aussi en préparation de comprendre aussi le travail de l'autre, qui était important aussi pour du coup travailler en équipe. Tu parlais du fait quand tu étais en rafale et que tu comprenais le job de la personne qui va accrocher l'avion pour que tu puisses être éjecté, tu puisses t'envoler depuis le porte-avions. Voilà, comprendre tous les différents maillons de l'entreprise aussi, c'est un point important, comprendre la responsabilité de chacun dans du coup l'événement, la mission globale qu'on a tous à faire, quoi. Ça, c'était aussi un de tes points que tu souhaitais relever sur cette partie esprit d'équipe et motivation. Oui, complètement. Si on regarde le catapultage, nous, dans la marine, c'est très vrai. Donc, le catapultage, c'est le moment où on va propulser l'avion de 20 tonnes de 0 à 300 km/h en 75 mètres. Donc là, comme on le voit sur les images, on vient accrocher le train avant, donc la jambe de train avant, à ce système de catapulte. Et nous, en tant que pilote, eh bien, on est très passif à ce moment-là. Donc, on a une checklist à suivre, des procédures à suivre. Mais là, en gros, on met les mains vers le haut pour montrer qu'on touche à aucun bouton et on laisse le personnel de pont nous attacher et régler la catapulte. Si la catapulte est mal réglée par les ingénieurs, et moi j'ai aucun moyen de vérifier les paramètres, je risque de devoir m'éjecter ou de pas survivre à mon catapultage. Donc la responsabilité est très grosse. Moi, quand je suis en train d'être attaché à la catapulte, à votre avis, et mettez-le dans le chat, à votre avis, qu'est-ce que ça m'inspire, à quoi je pense quand je vois tout ce personnel qui est sur le pont depuis 4-5 heures, avec 60 km/h de vent dans la figure, avec des températures des fois qui sont très basses, et qui est loin de sa famille, loin de ses enfants pendant des mois entiers, avec comme objectif de me permettre de décoller et d'aller vers ma mission, d'aller vers nos clients. À votre avis, quel impact est-ce que ça a sur moi? Le respect, nous dit Nathalie, ouais. L'admiration et du respect. La reconnaissance, la confiance. Ouais, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, ce que ça me faisait, c'est ça m'inspirait. Ça m'inspirait et en même temps, ça me ralignait vers les responsabilités qui étaient les miennes. Parce que ce personnel qui fait extrêmement bien son travail, tout son effort, tout son investissement, le fait qu'il ne voit pas ses enfants et tout pendant des mois, c'est gâché si moi, je ne fais pas ma part du travail de manière parfaite une fois que je suis en vol. Donc, il y a vraiment cette idée que sur un bateau, un porte-avions, c'est 2000 personnes à bord. Si je ne respecte pas le travail en fait de tous les étages d'avant, si moi je ne suis pas la meilleure version professionnelle de moi-même, je viens gâcher tout leur travail. Je peux tout détruire en fait en faisant mal mon boulot. Et donc ça c'est très important. Et quand on s'engage dans l'armée, on s'engage pour des valeurs macro, honneur, patrie, valeur, discipline. Et au quotidien, ce qui vous fait avancer quand vous faites 8 heures de vol dans l'avion de combat, c'est ce côté un peu inspirationnel de voir les autres qui sont à 100, 110%, et vous dites, moi, je veux pas être le mec qui est à 70%. Je veux pas être le mec qui est à 80%. Je veux pas être celui qui vient détruire leur investissement. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Vous avez les associés, les patrons de ça, ils sont à 120%. Vous avez des collègues qui sont au taquet. Et vous, si vous êtes le collègue qui est à 60%, 65, 70, 80, vous venez détruire une partie de l'investissement de ces gens et ils auraient mieux fait de rester chez eux. Et c'est un peu votre responsabilité de leur faire perdre leur temps, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette notion qui est très, très importante inspirationnelle les uns envers les autres. Ouais. Super. Merci Pierre-Henri pour ce nouvelle thématique, donc esprit d'équipe et motivation. Rapidement, on va peut-être passer à 2 questions, si ça te va. On avait préparé les grands enseignements, mais bon, je pense que vous avez réussi déjà
à comprendre les différents enjeux qu'il y avait derrière les sujets, donc onboarding, gestion du stress, communication à distance et esprit d'équipe et motivation. En tout cas, merci Pierre-Henri de les avoir vraiment expliqués de par ton expérience. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, Pierre-Henri peut aussi réaliser ces différentes prestations dans vos entreprises, donc n'hésitez pas à le contacter par la suite. Et après, donc, en conclusion, en question, ce qu'on avait, c'est peut-être deux questions qu'on avait sélectionnées de notre côté. Imaginez que vous deviez recruter un pilote de chasse à distance. Est-ce que vous changeriez les méthodes de validation du recrutement? Comment vous appliqueriez, on va dire, les critères de sélection de recrutement maintenant qu'on doit gérer ce côté-là à distance? Moi, je pense que grâce à l'outil informatique, on arrive quand même à vachement restreindre l'impact du distanciel. Donc, on arrive quand même à se faire une bonne idée de ce qu'est un candidat en distanciel. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, l'armée recrute ses pilotes. La formation par laquelle moi je suis passé, le recrutement se fait 100% en distanciel. Donc, après, tu te retrouves directement dans l'onboarding. Donc, moi, je pense qu'on ne changerait pas grand-chose. Ce qui est impactant à l'heure actuelle dans les forces armées, c'est le côté sport. Donc, il n'y a plus de test de sport à l'entrée. Mais ça, après, c'est quelque chose qu'on voit vite, justement, dans l'onboarding. Donc, moi, je pense que pour toute la partie soft skills, voire même une partie des hard skills, le distanciel fait quand même très bien le boulot. Et je pense qu'en plus, vu que le distanciel va prendre une part de plus en plus importante avec le télétravail et autres dans notre quotidien, c'est pas une mauvaise chose que de faire des recrutements distanciels. Je pense pas, parce que je pense que le travail évolue un petit peu, et même nous, en tant que pilote, on le voit avec les drones, on le voit avec le remote flying, toutes ces choses-là. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est une évolution. C'est l'évolution, ouais, exactement. Après, en autre question qui a été relevée, c'est sur une échelle de 1 à 10, quelle est selon toi l'importance des procédures? En gros, des checklists, par exemple, j'imagine que vous avez ça à chaque décollage. Est-ce que c'est un point peut-être que tu peux aborder, ces questions procédure, on va dire? Oui, alors ça, c'est un très bon point. Alors moi, là, je vais mettre mon côté un peu nord-américain et chasse embarquée, je vais mettre 12. 12, pourquoi? Parce qu'on est un équipage qui ne se connaît pas, et on est dans un environnement stressant. Dans un avion, on est plus bête qu'au sol, pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'il y a moins d'oxygène. Donc, dans un avion de ligne, vous êtes à peu près à 2000 mètres d'altitude. Il y a moins d'oxygène qui arrive au cerveau quand vous êtes en croisière. Et donc, tout est fait pour impacter votre performance en tant qu'humain. Et à partir de là, la procédure vous permet de vous assurer qu'on ne va rien oublier. Donc, pendant des années, on a extrêmement développé les procédures dans le civil, et on est arrivé à un plateau de sécurité. Vous avez en gros une chance sur 1 million de mourir quand vous prenez l'avion. Donc, en fait, c'est pas tout à fait ça. Si c'est un avion de 200 personnes, vous avez une chance sur 200 millions de mourir. Donc, c'est plus dangereux d'aller à l'avion à l'aéroport que de prendre l'avion. Mais on est arrivé à un niveau où on s'est dit, zut, avec la procédure, on n'arrive pas à améliorer le process. Et du coup, on a réinjecté de l'humain. Et c'est là où c'est super fort. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'appuies sur des procédures, ce qu'on appelle les Standard Operating Procedures, des checklists, comme ça, tu viens couper un peu la nature humaine qui peut être peut-être en l'air ou autre. Et là, tu réinjectes dans la procédure des moments de prise de recul où on interroge l'humain sur son expérience, son gut feeling. On a des cours sur le gut feeling, sur le ressenti chez Air Canada. Et il y a des moments, avant le décollage, où on se dit qu'est-ce qui peut mal se passer au vu de notre expérience, au vu de notre ressenti, et qu'est-ce qu'on fait pour anticiper ce ressenti. Donc, il ne faut pas mettre procédure et ressenti ou humain en opposition. Nous, maintenant, ça fait que 3 ans, mais dans l'aviation, on a réussi à faire se conjuguer les deux, et c'est exceptionnel. C'est vraiment top. Super. Petite dernière question pour juste réponse en quelques secondes, quelques minutes. Question de Nathalie. Il faut un moral d'acier. Quel est l'accompagnement psychologique que tu as pu avoir, toi, tout au long de tes expériences? Moi, je fais beaucoup de sport. Mon psy, ça a été la sueur. Non, on n'a pas vraiment d'encadrement psy. Je connais un pilote qui a fait un stress post-traumatique. On n'a pas tant que ça. En fait, pour être très honnête, notre formation est tellement sélective et difficile que c'est une sorte de formation psy en soi. C'est long d'arriver pilote de combat et autres. Donc, la sélection un peu psychologique se fait pendant cette sélection. Grosse spécificité militaire et chasse embarquée. Ok, très bien.
Bah, je crois qu'on arrive au terme du coup de ce webinaire. Donc, Pierre-Henri, je voulais te remercier du coup de ta présence aujourd'hui. Donc, on pouvait retrouver Pierre-Henri sur différents canaux, donc à la fois sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, et puis à travers son site internet aussi. Vous pouvez le contacter directement si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, merci Pierre-Henri pour ton temps. Merci aussi à Chairvoice qui a sponsorisé ce webinaire. Et puis, Pierre-Henri, oui, je te laisse peut-être le mot de la fin. Si je dois dire juste un mot de la fin, une idée, un concept, moi, on va dire, c'est mon gros message. C'est, vous voyez l'avion qui est là, au final, les méthodes qu'on utilise pour piloter cet avion ou pour piloter un avion monoplace, c'est des méthodes que vous pouvez utiliser tout simplement parce que tous les matins, quand vous vous réveillez, vous êtes aux commandes de votre propre aéronef, votre corps. Et donc, c'est à vous d'agir en commandant de bord. Et c'est une notion de responsabilité, en fait, et d'avoir conscience que vous pouvez avoir un impact. Donc, tous les matins, prenez le plein contrôle de votre aéronef et vous allez voir, ça va vous changer le quotidien un peu. Super. Mais merci beaucoup, Pierre-Henri. Et puis, à très vite. Merci. Merci.